Enfin! Ça y est, c'est terminé. Vinicius vient de mettre fin au débat pour le Ballon d'Or, les amis. Depuis son match d'hier face à l'Atalanta, tous les médias espagnols sont mis d'accord pour militer Vinicius Ballon d'Or. T'as même le média Marca qui a sorti un article sur lui ce matin. Je vous la lis juste après. C'est une dinguerie tout ce qu'ils disent sur Vinicius. Et d'après eux, Rodri ne devrait même pas effleurer le podium du Ballon d'Or. Et comme vous le savez, les deux grands favoris de ce Ballon d'Or, c'est Jude Bellingham et Vinicius. Et après le match que ce dernier là aussi a sorti, je pense que ce Ballon d'Or là, il va falloir diviser ça en deux. Cette année, il faut que ça soit la première année où il y a deux Ballons d'Or distribués. Parce que là, les taux se resserrent, on sait même plus pour qui voter. Cependant, comme je vous le disais, les médias, eux, ne veulent rien comprendre. Dans leur tête, c'est Vinicius le grand favori, point barre. Et comme ils le disent, le patron du Real Madrid, c'est Vinicius. Ils disent au retour des vestiaires, Bellingham a su se mettre à disposition pour décrocher le titre de MVP, mais le numéro 7 merengue a envoyé un message très clair. Il est toujours l'arme offensive numéro 1 du Real Madrid, passeur décisif pour Federico Valverde. Vinicius a également confirmé qu'il était l'homme des finales avec 7 buts et 4 passes décisives en 11 finales disputées, les amis, c'est une dinguerie. En seulement 24 ans, il a déjà remporté 13 trophées, les amis, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Comme l'a dit le média Marca ce matin, s'il y a bien une justice, le Ballon d'Or ira à Vinicius, point barre. Même hier, pendant le match, les supporters criaient son nom, Vinicius Ballon de Oro. Je pense que là, Jude Bellingham, je t'aime bien, mais laisse Vinicius prendre ça. Après, la prochaine fois, tu vas te débrouiller avec Kylian Mbappé. Ça me fait trop de la peine. Mais oui, j'avais pas vu ces images. Regardez bien le pauvre Arda. Je vais vous expliquer. Modric revient à la charge plusieurs fois. Arda Güler refuse à chaque fois. Modric va encore revenir, refuse encore et encore, jusqu'à ce que Modric va prendre l'initiative d'aller le chercher. Parce que celui-ci refuse de venir participer à la photo de l'obtention du trophée. Tout timide, celui-ci a fait que de refuser parce qu'il n'a pas participé à l'obtention du trophée. Il n'a pas joué du match. Il y voit aucun mérite, donc resté à l'écart, ne voulait pas participer à la photo. Sachant que je vous rappelle que c'était la même pour la finale de Ligue des Champions, c'était Rudiger qui l'avait poussé pour que celui-ci le présente aux supporters avec fierté. Et quand tu vois en plus la relation avec... Regardez bien comment il l'appelle. Regardez bien comment il l'appelle, il lui dit viens ici. Comme si c'était son petit-fils. C'est tellement le chouchou du vestiaire. Même Carlo Ancelotti, ça se voit qu'il est dégoûté de ne pas le faire jouer. Lui-même disait en interview récemment, j'ai passé des vacances à essayer de penser comment je vais faire jouer tous mes joueurs. Il a rajouté par-dessus, heureusement qu'il y a beaucoup plus de matchs. Là, je vais pouvoir créer un vrai équilibre. Et fort heureusement, quand on sait le niveau que Arda Güler a, quand on sait ce qu'il a fait lors de l'Euro 2024. Et là, le fait de le voir distant, ne pas le voir porter les trophées parce qu'il trouve qu'il ne les mérite pas, ça fait trop de la peine. Sachant qu'il est tout timide à la base, avec tellement un grand respect pour ses grands, vous pouvez pas savoir à quel point mon plus gros souhait que celui-ci réussisse au Real Madrid. Je ne sais de quelle manière, par quel moyen, ça sera compliqué, mais c'est mon plus grand rêve. Il va partir. Il va partir et écoutez bien. Parce que c'est un sujet assez sensible. Mario Cortegana, il est important de préciser qui c'est. Aujourd'hui, le journaliste le plus fiable du Real Madrid voyage de partout avec eux, participe à beaucoup de rassemblements. Très apprécié par le club, communique même avec Florentino Pérez. Aujourd'hui, celui-ci nous indique que l'entourage de Rodrigo appuie vraiment sur le fait qu'il souhaite rester cette saison. Et selon la tournure de celle-ci, que s'il n'arrive pas à se sentir important, alors il allait reconsidérer tout ça pour la suite de sa carrière. Je vous rappelle qu'il y a maintenant près de 2 mois, celui-ci avait réalisé une interview assez suspecte où il était cité au Real Madrid pour toujours. Oui, eh bien on sait jamais. J'ai un contrat, mais les années que j'ai passées ici, ça a été un plaisir pour moi. Je veux toujours rester, mais voyons voir. On a fermé les yeux, son entourage a tout de suite rattrapé le coup, disant que le journal concerné avait bien mijoté les choses. Aujourd'hui, nous apprenons cela de son entourage, et tout en considérant toutes les rumeurs auxquelles nous avons assisté avec Manchester City, on a appris il y a quelques jours que Rodrigo a été réceptif aux appels de face de l'entraîneur, donc Pep Guardiola, il n'y a pas très longtemps de cela. Je vais tout de suite mettre une bonne chose de clair pour de bon. Rodrigo, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous les joueurs du Real Madrid, c'est un collectif. Non, je ne suis pas ingrat pour ce qu'il a réalisé. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il nous a fait gagner. En revanche, la communication qui est portée sur lui depuis un petit moment nous porte totalement à croire qu'il y a des choses qui se passent à côté. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi, sachant qu'aujourd'hui, il est quand même l'un des chouchous de Florentino Pérez, l'un des chouchous de Carlo Ancelotti. Autant chuchoter que même dans les moments les plus faibles, Carlo Ancelotti ne l'a jamais fait sortir du 11, alors que Brahim Diaz à ce moment-là excellait dans ses performances. Le club l'a toujours soutenu, a toujours tout fait pour lui. Et aujourd'hui, excusez-moi de parler français, on apprend que s'il n'arrive pas à avoir la lumière nécessaire, alors il va aller chercher la facilité ailleurs. Ne pas se battre par la même occasion. Ne pas montrer au monde entier qu'il est capable de réaliser ceci et d'avoir cette lumière. Bien conscient qu'il ne joue pas dans son poste préférentiel. Mais Bellingham aussi s'est adapté. Mbappé aussi est devenu neuf. Kamavinga aussi a joué latéral. Valverde aussi a joué ailier droit. Rodrigo, on nous l'a vendu comme un mec qui savait jouer sur tous les fronts de l'attaque. Et c'est le cas. Alors pourquoi ne pas se battre? Je l'aime du plus profond de mon cœur. Mais on assiste à des choses qui n'ont pas lieu d'être. La lumière ne va pas arriver tout seul en disant si je n'ai pas assez de lumière, je vais partir. La lumière, on la gagne. Bellingham l'a gagné. Vinicius l'a gagné, personne ne l'a réclamé. C'est venu parce qu'on a prouvé sur le long terme. Tout cela reste mon point de vue.
Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le joueur et tout ça me désespère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi que c'est une blague, ils sont pas sérieux. Ça commence déjà à manquer de respect au Real Madrid 2017. Depuis la victoire du Real hier face à l'Atalanta, on a droit à ce genre de comparaison. C'est-à-dire le Real Madrid 2017 face au Real Madrid actuel qui gagne. Même si selon moi, c'est un manque de respect envers cette équipe de 2017, on va essayer de comparer les deux équipes par poste. Déjà, on commence par le poste de gardien Thibaut Courtois face à Navas. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que Thibaut Courtois met une vitesse à Navas avec tout le respect que j'ai pour Navas. Et je suis sûr à 100% que cette version de Thibaut Courtois serait titulaire dans cette équipe de 2017. Ensuite, en défense, Sergio Ramos et Varane face à Rudiger Militao. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de parler. La défense de 2017 avec Sergio Ramos tabasse celle de Rudiger. Cependant, je pense que Rudiger aurait également pu être titulaire dans cette équipe de 2017 à la place de Varane. En plus de ça, elle a le même profil que Pepe. Et on a tous vu ici la dangerosité du duo Sergio Ramos-Pepe. Ensuite, les latéraux, Mendy Carvajal face à Carvajal Marcelo. Je pense que là aussi, il n'y a pas photo. Carvajal Marcelo est loin devant. Donc ça fait 2-1 pour l'équipe de 2017. Ensuite, au milieu, Casemiro Kroos Modric face à Tchouaméni Valverde Bellingham. Alors là, je sais même pas s'il y a match. Parce que selon moi, ce milieu de 2017 avec Casemiro Kroos et Modric est probablement l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Et je pense qu'en 2017, Tchouaméni n'aurait même pas eu sa place au banc. Jude Bellingham et Valverde auraient bien pu être dans la rotation. Maintenant, passons à l'attaque, les amis. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale face à Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo. Alors là, les amis, de 1, il n'y a pas match. De 2, l'équipe est beaucoup plus équilibrée que celle qu'on a actuellement. Et de 3, les 3 joueurs de l'attaque actuelle, c'est-à-dire Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo, ont tous pour idole Cristiano Ronaldo. Fin du débat. Les gars, Hendrik, en ce moment, il subit un pressing de toutes parts. Internet, même ses coéquipiers. Il a fait une petite photo BG, voilà, cheveux dans le vent. Je regarde pas la caméra, mais je sais qu'il y a la caméra sur moi. Vous le connaissez, il aime les caméras. Il s'est dit, il va poster le truc, ça va faire ses petits likes, ses petits commentaires. Premier trophée avec le Real. Regardez Jude Bellingham. Il veut pas lâcher le pressing. Regardez, l'ami Vamos Bobby. Voilà, pour tous ceux qui s'en souviennent pas, vous savez très bien. Ceux qui n'ont pas la rêve, c'est trop grave. Apparemment, l'idole de Hendrik, ça serait Bobby Charlton. Nous, Dieu, c'est une dinguerie. Même Bellingham, il est choqué de ton mensonge. Tu sais que même Ronaldinho, il n'aurait pas osé. Tu sais que même Romario, il n'aurait pas osé dire ça. Tellement, alors que c'est des anciens. Ça date de ouf. Toi, tu viens de naître. Mais pressing mérité. Pressing mérité. Maintenant, je crois que ça va être ça son surnom. Hein. Bobby Charlton. Voilà, je vais l'appeler toute la saison. Quand je vais faire ses débriefs, je vais l'appeler Bobby Charlton. C'est fini maintenant. Fiché à vie. Et n'oubliez pas, Internet est basse. On n'oublie rien. Allez, bonne nuit. Mais les gars, De Jong, il est mort ou quoi? Attends, bougez pas, je vous explique. En plus de son étrange situation de blessure, De Jong continue d'ignorer les appels de renouvellement. Il y a des doutes au sein du club sur le fait qu'il envisage de partir gratuitement en 2026. Personne au club ne sait quand De Jong reviendra de blessure. Dans le meilleur des cas, il reviendra après la trêve internationale de septembre. Les gars, je tiens juste à vous rappeler quelque chose. Il s'est blessé en avril, au Classico contre Madrid, suite au contact contre Valverde. Et je tiens à préciser autre chose. Il a voulu participer à l'Euro. De Jong a voulu participer à l'Euro, or que le club lui avait dit de ne pas aller. Finalement, il a été forfait. Actuellement, on n'a pas de nouvelles de lui. Il faut savoir que De Jong a été sifflé lors de la présentation des joueurs et de l'équipe au Gamper. Pourquoi? Je pense que c'est pour diverses raisons. Les fans en ont tout simplement marre de lui, marre du fait qu'il se blesse tout le temps, marre du fait qu'ils ne veulent pas baisser son salaire malgré la situation financière du club, or que le club lui propose à chaque fois de renouveler son contrat. Toucher 38 millions et être le meilleur salaire du championnat. Franchement, ça fait mal à la tête. De Jong, lui, de son côté, je pense qu'il est en froid un peu avec la direction, suite au fait qu'ils essayent de le vendre chaque année. Mais ils essayent de le vendre pourquoi? Juste parce que son salaire est tout simplement énorme et qu'ils ne veulent pas le baisser. Des deux côtés, que ce soit de la direction ou du joueur, ils n'arrivent pas à se comprendre. Et le cas Araujo peut finir de la même façon. En tout cas, on a hâte de savoir quand il pourra revenir parce qu'il nous ferait extrêmement du bien au milieu de terrain. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, ça fait un on s'ennuie. Attention à ça, mais je vais vous expliquer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les erreurs et les choses à retenir du match d'hier soir, tout est réuni. Commençons par le milieu de terrain et notamment Tchouaméni. Le simple fait de savoir que le seul ballon qui a été donné à Thibaut Courtois en 30 minutes provenait de la part de Vinicius nous montre littéralement ici que ce milieu de terrain était beaucoup trop habitué à la dépendance de Toni Kroos. Il savait calmer le jeu, redistribuer avec une meilleure vision et surtout bien jouer avec Thibaut Courtois. On a pu clairement le voir malheureusement sur cette action qui ressort le plus. Aurélien Tchouaméni sans aucun danger à proximité ici, qui montre du stress, aucune sérénité, dégage le ballon en touche adverse alors que Thibaut Courtois ne comprend pas. Ce milieu doit se rappeler que Thibaut Courtois existe dans leur équipe. Aurélien Tchouaméni doit mieux gérer ce genre de situation, montrant aucune crainte et n'ayant pas peur de recevoir le ballon. Fort heureusement, celui-ci se rattrape en seconde période, mais il y a vraiment globalement du progrès à faire. Et rapidement, puisqu'il y a un retour de Kamavinga. Avoir énormément de liberté, c'est bien, mais ne pas s'en mêler les pinceaux, c'est mieux.
Comme vous le savez, Carlo Ancelotti attend de son attaque énormément de mobilité. Et par certains moments, on peut arriver dans cette situation sans le vouloir, où les trois joueurs se retrouvent littéralement sur le même côté, ce qui laisse automatiquement beaucoup moins de possibilités sur le terrain, et peut également mener à une certaine incompréhension entre les joueurs. J'ai aucun doute sur le fait que ça devrait s'arranger avec le temps, lorsque les joueurs auront plus connaissance de l'un l'autre sur le terrain, et leur manière de réagir, de fonctionner, et de voir les choses tout simplement. En dehors de tout ça, cette attaque va bien réussir à se partager toute la lumière au Real Madrid, puisque comme Carlo Ancelotti l'a dit récemment, le vestiaire du Real Madrid est très sain. Il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est égal, c'est une équipe. Juste après, il a dit, pas de prince, pas de roi. Alors que les équipes adverses, les supporters adverses plutôt, cherchent déjà à créer un certain conflit entre les joueurs, citant que le Real Madrid a déjà ses rois et déjà ses leaders bien avant l'arrivée de Kylian Mbappé. Ces mêmes joueurs ont tout fait hier soir pour faire progresser Kylian, lui accorder un maximum de ballons. Et comme l'a dit Kylian, mes coéquipiers font attention à tous mes mouvements. Et ce que Jude a fait hier sur le but, a d'abord couru à gauche, puis il est revenu sur sa droite. Donc ma course a changé. J'ai fait une fin de course, Jude a délivré un super ballon, la classe. Et via toutes les autres déclarations de ses coéquipiers, son arrivée sur son premier match qui le propulse au plus haut niveau. Parce qu'au Real Madrid, les joueurs ont compris depuis très longtemps que le collectif passe bien avant tout. Gagner tous les trophées collectifs passe avant l'individuel. Puisque quand tu arrives à gérer le collectif de la plus belle des manières, l'individuel vient tout seul par la suite. Et Kylian a rapidement compris ça hier quand on voit son match. Sur les efforts qu'il a réalisés en tant que pivot par certains moments, sa conservation qui libérait notamment énormément de ses coéquipiers. Lorsqu'il occupait plusieurs défenseurs sur lui. Pour un premier match au Real Madrid avec la pression de ouf qu'il avait, marquant d'ailleurs son premier but tout comme l'arrivée de Jude Bellingham, et montrant surtout des efforts de fou, notamment surtout en défense. Kylian Mbappé a fait un bon match, peut faire mieux mais va gagner énormément en rythme et en physique au niveau de la saison. Bien évidemment que ceux qui arrivent à critiquer ça sont comme d'habitude les personnes qui ne veulent tout simplement pas le voir réussir au Real Madrid.